Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'hommes qui réussissent, ayant accès à tout ce qu'ils désirent, ressentent encore un vide profond? Pourquoi ceux qui, en apparence, ont tout, argent, reconnaissance et même des relations, continuent de chercher sans relâche quelque chose qu'ils ne savent même pas nommer? La réponse à cette question va vous choquer. Carl Jung, psychiatre suisse révolutionnaire, a découvert une vérité troublante sur la nature masculine, une vérité totalement ignorée par la société contemporaine. Non, il ne s'agit pas de sexe, de pouvoir ou de statut. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de plus primitif. Après des décennies de recherche sur l'esprit humain, Jung a mis au jour un secret qui explique pourquoi les hommes d'aujourd'hui sont plus perdus que jamais. Un désir ancestral, enfoui sous des couches d'attente sociale, et lorsqu'il n'est pas comblé, il dévore l'âme masculine de l'intérieur. Cette découverte changera complètement la façon dont vous comprenez les hommes autour de vous, et peut-être même vous-même. Préparez-vous à découvrir une vérité que personne n'a osé exprimer. Premier, le vide que le succès ne comble pas. Il existe une scène qui se répète chaque jour dans des bureaux, des résidences luxueuses et des voitures haut de gamme à travers le monde. Un homme regarde par la fenêtre. Il a tout ce dont il a toujours rêvé, mais il ressent un trou dans sa poitrine, un vide qui semble grandir à chaque nouvelle conquête. Jung appelait cela la névrose moderne, une maladie de l'âme qui touche particulièrement ceux qui ont suivi toutes les règles du jeu social. Ce qui se passe est à la fois dévastateur et simple. Dès leur plus jeune âge, la société apprend aux hommes à rechercher trois choses: l'argent, le pouvoir et la reconnaissance. Réussissez, disent les parents. Soyez forts, crient les amis. Soyez productifs, exige le monde. Et ils obéissent. Ils travaillent un 12, 14, 16 heures par jour. Ils sacrifient leur famille, leur santé, leurs rêves, tout au nom de ce trio sacré. Mais voici le problème que Jung a découvert. Ces objectifs sont externes. Ils sont comme un médicament pour une douleur interne. Imaginez que vous essayez de soigner une blessure au cœur en opérant votre bras. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Et ça ne fonctionnera jamais. La vérité brutale est que l'homme moderne a été conditionné à chercher une validation là où elle n'existe pas. Il accumule des zéros sur son compte bancaire dans l'espoir de se sentir complet. Il collectionne les titres professionnels comme s'il s'agissait de médailles de guerre. Il rivalise avec d'autres hommes dans un jeu sans fin où personne ne gagne vraiment. Jung a observé quelque chose de fascinant chez ses patients masculins. Les plus riches étaient souvent les plus déprimés, les plus puissants les plus anxieux, les plus célèbres les plus solitaires. C'était comme si le succès agissait comme un aimant inversé. Plus vous en avez, plus vous ressentez le vide. Le problème fondamental est que notre culture a créé une fausse version de ce que signifie être un homme. Une version basée sur l'avoir et non sur l'être. Une version qui mesure la valeur par des chiffres sur un tableur et non par la profondeur de l'âme. Une version qui confond le mouvement avec le progrès, le bruit avec le sens. Lorsqu'un homme atteint enfin tout ce qu'il a toujours désiré, il découvre une vérité terrifiante. Il est toujours la même personne qu'avant. Les mêmes peurs, les mêmes insécurités, le même vide. La seule différence est qu'il a maintenant moins d'excuses pour ne pas regarder en face qui il est vraiment. Jung comprenait que ce vide n'était pas accidentel. Ce n'est pas un défaut de fabrication ni une faute personnelle, c'est un signal, une alarme de l'âme qui hurle qu'il manque quelque chose de fondamental. C'est la psyché humaine qui se rebelle contre une vie construite sur de faux fondements. La tragédie, c'est que beaucoup d'hommes interprètent dans ce vide comme une preuve qu'ils ont besoin de plus de la même chose. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Plus ils en rajoutent, plus le feu grandit. La société n'aide pas. Au contraire, elle alimente cette illusion. Les magazines montrent des hommes riches, souriant sur des yachts. Les films glorifient l'exécutif impitoyable.
Les réseaux sociaux célèbrent l'entrepreneur qui ne dort jamais. Tout conspire à pousser les hommes à courir après des mirages. Mais Jung savait quelque chose que peu osent admettre. Le vide est une invitation. Un appel à un voyage bien plus profond et significatif. Un voyage qui ne s'achète pas, ne se conquiert pas et ne s'imprime pas sur une carte de visite. Un voyage à l'intérieur de soi, vers qui vous êtes vraiment et non vers ce que le monde dit que vous devriez être. Deuxième. L'ombre masculine découverte par Jung. Dans chaque homme vit un étranger, quelqu'un qu'il a peur de rencontrer, qu'il évite de regarder dans les yeux, qu'il garde enfermé dans la cave de sa conscience. Jung a donné un nom à cet étranger, l'ombre. Et la découverte de cette partie cachée de la masculinité est peut-être la révélation la plus troublante et la plus libératrice qu'un homme puisse faire. L'ombre n'est pas maléfique, comme beaucoup le pensent. C'est tout ce qu'un homme a appris à rejeter en lui. C'est la colère qu'il ne peut exprimer, la tristesse qu'il ne peut raconter, la vulnérabilité qu'il ne peut admettre, la créativité qu'il ne peut explorer, la sensibilité qu'il ne peut révéler. Dès l'enfance, un garçon reçoit une leçon cruelle. Les hommes ne pleurent pas. Les hommes ne montrent pas de faiblesse. Les hommes savent toujours quoi faire. Chaque fois qu'il ressent quelque chose qui ne correspond pas à ce moule, il le repousse, l'éloigne de la lumière. Avec le temps, ces parties rejetées s'accumulent profondément dans la psyché, comme des déchets émotionnels en décomposition. Le problème, c'est que l'ombre ne disparaît pas. Elle gagne en force dans l'obscurité, elle grandit, se nourrit du déni, devient d'autant plus puissante qu'elle est ignorée. Et finalement, elle trouve un moyen de se manifester. Parfois subtilement, à travers une irritation constante, une dépression inexplicable, ou une sensation persistante que quelque chose ne va pas. D'autres fois, elle explose sous forme de comportements destructeurs que l'homme lui-même ne comprend pas. Jung a observé que les hommes les plus contrôlés étaient souvent les plus tourmentés par leur ombre. Ceux qui construisaient des personnalités parfaites, le dirigeant irréprochable, le père exemplaire, le mari idéal, souffraient le plus de la pression interne de cette facette rejetée. C'était comme vivre avec un prisonnier furieux à l'intérieur de soi. La société moderne a aggravé cette situation. Elle a créé une version aseptisée de la masculinité, propre, prévisible, socialement acceptable. Un homme doit être productif, mais jamais trop agressif, fort, mais jamais menaçant, confiant, mais jamais arrogant. C'est une corde raide impossible à équilibrer. L'ombre masculine contient non seulement les aspects négatifs rejetés, mais aussi d'immenses pouvoirs gaspillés. Une passion sauvage capable de déplacer des montagnes, une intuition profonde capable de résoudre des problèmes complexes, un courage primitif capable d'affronter n'importe quel défi, une capacité à ressentir profondément qui peut créer des connexions authentiques. Lorsqu'un homme rejette son ombre, il ne s'en débarrasse pas, il se mutile. C'est comme essayer de courir avec une jambe attachée dans le dos. Il peut y arriver, mais il n'atteindra jamais son plein potentiel. Il vivra toujours avec un sentiment d'incomplétude, comme si une partie essentielle de lui avait été perdue. Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire. L'intégration de l'ombre n'est pas optionnelle pour ceux qui veulent vivre pleinement. C'est un processus nécessaire, bien que douloureux. Cela signifie cesser de prétendre que vous n'êtes que lumière et admettre que vous êtes aussi obscurité. Cela signifie accepter que vous n'êtes pas seulement le héros de votre histoire, mais aussi le méchant. Ce processus terrifie beaucoup d'hommes, car ils craignent qu'en acceptant leur ombre, ils deviennent mauvais. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Quand vous cessez de nier des parties de vous-même, elles cessent de vous contrôler. Quand vous acceptez votre colère, vous pouvez la canaliser de manière constructive. Quand vous reconnaissez votre tristesse, vous pouvez traiter vos pertes. Quand vous admettez votre vulnérabilité, vous pouvez créer des connexions authentiques. Une ombre gardée dans l'obscurité est dangereuse. Une ombre amenée à la lumière devient une force. La différence entre un homme fragmenté et un homme intégré est simple.
L'un lutte contre lui-même, l'autre travaille avec toutes ses parties. L'un gaspille son énergie à réprimer des aspects de sa nature, l'autre utilise cette énergie pour créer et construire. Jung savait que confronter son ombre était le premier véritable pas vers la maturité psychique, pas la maturité sociale, savoir se comporter en réunion ou payer ses factures à temps, mais une maturité profonde qui naît de la connaissance et de l'acceptation de qui vous êtes vraiment, avec toute votre complexité, vos contradictions et votre potentiel caché. Troisième, l'archétype du guerrier blessé. Il existe une blessure que chaque homme porte en lui, même s'il ne sait pas la nommer. Jung a découvert qu'au fond de l'âme masculine vit un guerrier. Pas celui que l'on voit dans les films, plein de muscles et d'armes, mais quelque chose de beaucoup plus ancien et profond. Un guerrier blessé dans l'enfance qui n'a jamais complètement guéri. Ce guerrier intérieur représente la force vitale masculine, cette énergie qui devrait protéger, construire et guider. Mais chez la plupart des hommes modernes, ce guerrier est meurtri, désorienté, parfois presque mort. La blessure est apparue tôt, lorsqu'ils étaient encore enfants, et elle a façonné la manière dont ils perçoivent le monde et eux-mêmes. La blessure du guerrier trouve son origine dans une expérience universelle mais destructrice, la prise de conscience qu'il n'est pas assez. Peut-être un père absent qui n'a jamais valorisé ses efforts, une mère surprotectrice qui ne l'a pas laissé être fort, des camarades qui l'ont rejeté lorsqu'il avait le plus besoin d'appartenance, des enseignants qui l'ont fait se sentir inadéquat, une société qui a dit que ses impulsions naturelles étaient mauvaises. Ce qui se passe est tragique. Le garçon blessé développe des stratégies de survie qui l'accompagnent tout au long de sa vie adulte. Certains deviennent des guerriers furieux, des hommes qui se disputent avec le monde entier parce qu'ils luttent en réalité contre la douleur intérieure. D'autres deviennent des guerriers endormis, abandonnant complètement le combat pour mener une vie petite, sûre, mais dénuée de sens. Jung a observé que la plupart des hommes oscillent entre ces deux extrêmes. Parfois, ils explosent dans une colère disproportionnée. Parfois, ils se replient dans une passivité frustrante. Parfois, ils veulent conquérir le monde. Parfois, ils peinent à sortir du lit. C'est le guerrier blessé qui tente de trouver sa place dans un monde qui ne comprend pas sa nature. La tragédie, c'est que notre culture n'offre aucun chemin pour guérir cette blessure. Au contraire, elle l'exploite. Le marché vend des illusions. Acheter certains objets, obtenir certains succès ou se comporter d'une certaine manière guérira le guerrier blessé. Mais cela ne guérit pas. Cela pose simplement des pansements colorés sur une plaie qui saigne à l'intérieur. Le guerrier blessé manifeste sa douleur de manière que la société ne comprend pas. Il peut devenir accro au travail, essayant de prouver sa valeur par la productivité. Il peut chercher une validation constante, ayant besoin que les autres lui disent qu'il est assez bien. Il peut devenir contrôlant, tentant de dominer son environnement extérieur parce qu'il ressent un chaos intérieur. Il peut éviter l'intimité émotionnelle, craignant que les autres ne voient ses blessures. Jung a découvert quelque chose de puissant dans cet archétype. Le guerrier n'a pas besoin d'être réparé. Il a besoin d'être respecté. La blessure n'est pas un défaut à cacher, mais une source de sagesse à intégrer. Chaque véritable guerrier porte des cicatrices. La différence, c'est que certains laissent leurs blessures les affaiblir, tandis que d'autres les transforment en force. Le processus de guérison du guerrier blessé ne passe pas par le déni de la douleur, mais par son acceptation. Cela signifie arrêter de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie admettre que oui, vous avez été blessé, et que cette douleur a influencé vos choix, vos relations, votre manière d'être dans le monde. Cela signifie verser les larmes que vous n'avez jamais versées, ressentir la colère que vous avez toujours réprimée, admettre la peur que vous avez toujours niée. Mais voici le secret que peu connaissent. Quand le guerrier blessé cesse de fuir la douleur et l'affronte, quelque chose de magique se produit. La blessure devient un portail. La faiblesse devient compassion. La peur devient courage. La colère devient justice.
la tristesse devient profondeur. Le guerrier guéri n'est pas celui qui n'a jamais été blessé, mais celui qui a transformé ses blessures en sagesse. Il n'a plus besoin de prouver sa force, car il la connaît parfaitement. Il n'a plus besoin de validation externe, car il a trouvé une validation interne. Il n'a plus besoin de tout contrôler, car il a appris à faire confiance au processus de la vie. Ce guerrier intégré accède à des pouvoirs dont le guerrier blessé n'a jamais rêvé. Il peut être fort sans être cruel. Il peut diriger sans dominer. Il peut protéger sans contrôler. Il peut aimer sans se perdre. Il peut se battre pour des causes justes sans se détruire. La société a désespérément besoin de ces guerriers guéris. Pas des guerriers blessés qui causent le plus de douleur au monde, ni des guerriers guéris qui ne causent aucune douleur au monde endormi, qui ne font aucune différence, mais des guerriers qui ont transformé leur douleur en but, leur blessure en mission et leur guérison en service aux autres. Quatrième, la quête du père intérieur perdu. Dans chaque homme vit un orphelin, pas nécessairement parce qu'il a perdu son père biologique, mais parce qu'il a perdu le lien avec l'énergie paternelle profonde qui devrait habiter son intérieur. Jung a découvert que ce manque de père intérieur est l'une des principales causes du vide masculin contemporain, une faim ancestrale qu'aucune conquête extérieure ne peut satisfaire. Le père intérieur n'est pas une personne, c'est un principe. C'est cette voix sage en vous qui sait quel chemin prendre lorsque tout est confus. C'est cette force qui dit « tu es capable » quand le monde dit le contraire. C'est cette présence qui donne une structure quand votre vie est chaotique. C'est ce guide qui vous montre la voie quand vous êtes perdu dans l'obscurité. Pour la plupart des hommes, cette voie est silencieuse. Ce guide manque. Cette force est endormie. Et ils passent leur vie à la chercher au mauvais endroit, chez les patrons, les mentors, les figures d'autorité, attendant que quelqu'un d'extérieur leur donne ce qui ne peut venir que de l'intérieur. L'absence du père intérieur crée un type spécifique de faim psychique. Une faim de direction, d'approbation, d'un sens qui dépasse la simple survie. C'est une faim de se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand, de porter une mission précieuse, de savoir que votre existence a un sens profond. Jung a observé que les hommes qui n'ont pas de connexion avec leur père intérieur mènent une vie réactive. Ils réagissent aux événements plutôt que de les créer. Ils suivent dans Biaf des scénarios écrits par d'autres au lieu d'écrire les leurs. Ils cherchent la permission là où ils devraient assumer la responsabilité. Ils attendent que la vie leur arrive, au lieu de faire en sorte que la vie se produise à travers eux. La société moderne a aggravé cette blessure d'une manière que Jung n'aurait même pas pu imaginer. Des parents biologiques de plus en plus absents, absorbés par le travail ou leurs propres blessures non guéries. Des structures sociales qui ont fragmenté les communautés, où les garçons apprenaient à devenir des hommes en observant d'autres hommes. Des modèles masculins déformés par les médias, qui ne montrent que des facettes superficielles de la masculinité. Le résultat est une génération d'hommes qui ont grandi sans véritable initiation, sans rituel de passage significatif, sans mentor authentique pour les guider de l'enfance à l'âge adulte. Ils peuvent avoir des corps d'adultes et des responsabilités d'adultes, mais ils portent en eux un garçon perdu qui cherche un père, qu'il n'a jamais trouvé. La quête du père perdu se manifeste de manières qui ne sont pas toujours évidentes. Certains deviennent des rebelles éternels, luttant contre toute autorité parce qu'ils luttent en réalité contre l'absence d'une autorité interne saine. D'autres deviennent trop soumis, cherchant constamment quelqu'un pour leur dire quoi faire, car ils n'ont jamais développé leur propre boussole interne. La vérité découverte par Jung est à la fois libératrice et terrifiante. Personne ne peut vous donner le père intérieur que vous avez perdu. Aucun mentor, aussi sage soit-il. Aucun patron, aussi inspirant soit-il. Aucun gourou, aussi éclairé soit-il. Le père intérieur ne peut être éveillé que de l'intérieur, à travers un processus qui demande du courage, de la patience et une volonté de grandir, même si cela fait mal. Éveiller le père intérieur commence par une décision radicale. Cessez d'attendre qu'on vous sauve et prendre la responsabilité de votre propre vie.
Pas seulement la responsabilité extérieure, payer les factures, honorer les engagements, mais une responsabilité profonde pour devenir qui vous êtes vraiment, indépendamment de ce que les autres attendent ou approuvent. Ce processus n'est pas fluide. Il signifie affronter tous les moments où vous vous êtes trahi pour plaire aux autres. Il signifie admettre où vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Il signifie accepter que vous êtes l'auteur de votre histoire et non une victime des circonstances. Il signifie cesser de blâmer un père absent, une mère contrôlante, une société injuste et commencer à construire à partir de l'endroit où vous êtes maintenant. Quand le père intérieur s'éveille, tout change. Vous cessez de chercher une validation externe, car vous trouvez une validation interne. Vous cessez de suivre les scénarios des autres, car vous découvrez votre propre scénario. Vous cessez de vous sentir perdu, car vous développez votre propre boussole. Vous cessez de vous sentir petit, car vous vous connectez à quelque chose de plus grand qui vit en vous. L'homme qui trouve son père intérieur devient son propre père. Pas dans un sens égoïste, mais dans le sens le plus profond. Il assume la pleine responsabilité de sa croissance, de sa guérison, de sa contribution au monde. Et paradoxalement, plus il devient un père pour lui-même, plus il devient capable d'être un père, un mentor, un guide pour les autres qui cherchent encore. Le mythe de l'indépendance masculine. Le plus grand mensonge qu'on inculque aux hommes est qu'ils doivent être indépendants, que le besoin d'autrui est un signe de faiblesse, que la vulnérabilité est un défaut, que demander de l'aide est un aveu d'échec. Jung a découvert que ce mensonge non seulement isole les hommes, mais les tue de l'intérieur, créant une solitude si profonde qu'ils ne savent même pas la nommer. Dès leur plus jeune âge, les garçons apprennent une leçon cruelle. Un homme, qui est un homme, se débrouille seul. Quand ils tombent et pleurent, on leur dit « Lève-toi et arrête de pleurer ». Quand ils ont besoin d'aide, on leur dit « Tu dois apprendre à te débrouiller ». Quand ils montrent de la peur, on leur dit « Un homme n'a peur de rien ». Chacune de ces phrases est une pierre qui construit une prison autour de leur capacité à créer des liens. Le résultat est dévastateur. Des hommes adultes qui préfèrent tôt mourir plutôt que d'admettre qu'ils souffrent, qui choisissent l'isolement plutôt que de chercher du soutien, qui construisent des murs émotionnels si hauts qu'ils ne peuvent eux-mêmes les escalader, qui vivent toute leur vie sans une seule amitié profonde, sans une véritable conversation sur leurs peurs, leurs rêves, leurs douleurs. Jung a compris que cette indépendance masculine est en réalité une prison déguisée en liberté. L'homme qui croit n'avoir besoin de personne est en réalité désespérément dépendant, mais incapable d'admettre ce manque, même à lui-même. Il est comme un naufragé qui refuse une bouée de sauvetage parce qu'il pense que cela le fait paraître faible. La société moderne a intensifié cette illusion de manière cruelle. La mesure du succès est devenue la capacité à ne dépendre de personne. L'idéal masculin est devenu le loup solitaire, l'homme qui s'est fait tout seul, l'entrepreneur qui a tout construit de zéro. Mais c'est une fantaisie. Personne ne construit quoi que ce soit de vraiment seul. Derrière chaque homme qui réussit, il y a des dizaines de personnes qui l'ont soutenu, guidé, porté. L'ironie, c'est que les hommes les plus indépendants sont souvent les plus dépendants, mais de manière malsaine. Ils dépendent de l'alcool pour se détendre. Ils dépendent du travail pour se sentir valorisés. Ils dépendent des réussites pour confirmer leur existence. Ils dépendent des rôles sociaux pour savoir qui ils sont. Ils ont simplement échangé des dépendances humaines saines contre des dépendances destructrices qui ne menacent pas leur image de force. Jung a découvert que derrière le masque de l'indépendance masculine se cache une peur profonde. La peur de l'abandon. L'homme qui insiste sur le fait qu'il n'a besoin de personne est souvent celui qui craint le plus le rejet. Il préfère une solitude choisie à la possibilité d'une solitude imposée. Mieux vaut être seul par décision que de risquer d'être abandonné. Cette fausse indépendance a un coût très élevé. Les hommes meurent plus tôt, non seulement à cause de problèmes physiques,
mais aussi parce qu'ils n'ont pas de réseau de soutien émotionnel. Ils ont des taux de suicide plus élevés car ils affrontent leurs crises seuls. Ils développent plus de maladies liées au stress car ils n'ont personne avec qui partager leurs soucis. Ils vivent nés dans un désert car ils ont coupé les liens qui donnent un sens à l'existence. Le mythe de l'indépendance masculine détruit également les relations. Comment un homme qui pense qu'il ne devrait avoir besoin de personne peut-il créer une véritable intimité? Comment peut-il être vulnérable avec son partenaire si la vulnérabilité est une faiblesse? Comment peut-il demander du soutien dans les moments difficiles si cela brise son image de fournisseur fort? La vérité révélée par Jung est révolutionnaire. L'interdépendance n'est pas une faiblesse, c'est une force. Les hommes les plus puissants de l'histoire n'étaient pas indépendants. Ils étaient là profondément connectés, ils avaient là des mentors qui les guidaient, des partenaires qui les soutenaient, des amis qui les défiaient, des communautés qui les portaient. Ils ont compris que la véritable force vient de la capacité à donner et à recevoir du soutien. Briser le mythe de l'indépendance masculine exige un autre type de courage. Pas le courage d'affronter des ennemis extérieurs, mais le courage de faire face à sa propre vulnérabilité. Cela signifie admettre que oui, vous avez besoin des autres, que oui, parfois vous ne savez pas quoi faire, que oui, vous avez des peurs, des doutes, des insécurités, que oui, vous êtes humain. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Des décennies de conditionnement ne s'effondrent pas facilement. Mais cela commence par de petits pas. Partager un problème avec un ami, demander de l'aide quand vous vous sentez dépassé, admettre quand vous ne comprenez pas quelque chose, exprimer de la gratitude envers ceux qui vous soutiennent, créer des espaces où vous pouvez être authentique sans crainte de jugement. L'homme qui brise le mythe de l'indépendance découvre quelque chose d'extraordinaire. Il ne devient pas plus faible, il devient plus fort. Car il a maintenant accès à la puissance de la communauté, de la collaboration, du soutien mutuel. Il multiplie sa force au lieu de la limiter. Il construit des ponts au lieu de murs. Il crée un héritage qui dépasse ce que quiconque pourrait accomplir seul. 6. Le lien ancestral brisé. Il y a un écho qui résonne profondément dans l'âme masculine, une voix ancienne que la plupart des hommes modernes ne peuvent peut-être plus entendre. Jung a découvert que les hommes d'aujourd'hui vivent déconnectés de la lignée ancestrale de la sagesse masculine, comme des arbres arrachés de leurs racines, essayant de survivre plantés dans un sol stérile. Pendant des milliers d'années, les garçons devenaient des hommes à travers des rituels, des traditions, et des enseignements transmis de génération en génération. Il existait des communautés masculines où les secrets profonds sur la manière de vivre, d'aimer, de travailler et de mourir étaient partagés à travers des histoires, des expériences communes et des conseils directs. Il y avait une continuité, un fil d'or reliant le passé, le présent et l'avenir. Tout cela a été brisé. La révolution industrielle a arraché les hommes à leur communauté. La modernité a ridiculisé les traditions ancestrales comme des superstitions. L'urbanisation a fragmenté les familles multigénérationnelles. L'individualisme a transformé chaque homme en une île isolée. En quelques générations à peine, nous avons perdu un héritage de sagesse construit sur des millénaires. Jung a compris que cette rupture a laissé les hommes modernes orphelins dans un sens profond. Ils n'ont pas seulement perdu le lien avec leurs ancêtres directs, mais aussi avec toute la manière ancestrale de comprendre ce que signifie être un homme. C'est comme un musicien qui perdrait non seulement la partition, mais aussi le souvenir de la manière dont la musique devrait sonner. Les effets de cette déconnexion sont dévastateurs. Les hommes modernes inventent leur masculinité de toutes pièces, sans référence solide, essayant de comprendre seuls ce que les générations précédentes enseignaient à travers une tradition vivante. C'est comme essayer de construire une maison sans plan, sans outils, sans connaissances en architecture. C'est possible, mais infiniment plus difficile, et souvent avec des résultats désastreux. Cette perte du lien ancestral se manifeste de manière subtile mais profonde. Les hommes ressentent qu'il manque quelque chose de fondamental dans leur vie, mais ils ne peuvent pas dire quoi.
Ils vivent une solitude qui va au-delà du manque de personnes autour d'eux. C'est la solitude d'être déconnectés de leur propre lignée. Ils ont l'impression d'improviser un rôle qu'ils devraient en connaître instinctivement. La société moderne a tenté de remplacer cette sagesse ancienne par des livres de développement personnel, des coachs de vie, des guides pour réussir. Mais ces solutions superficielles ne peuvent remplacer la profondeur qui vient d'une tradition éprouvée par des centaines de générations. C'est comme essayer de remplacer une forêt ancienne par des plantes en plastique. Cela peut sembler vert de loin, mais il n'y a pas de vie véritable. Jung a découvert que dans l'inconscient collectif masculin résonnent encore les échos de cette sagesse perdue. Des archétypes profonds qui portent les souvenirs ancestraux de la chasse, de la protection, de la construction, du leadership, des rituels de passage. Mais pour la plupart des hommes, ces archétypes sont endormis, recouverts par des couches de conditionnements sociaux modernes. La déconnexion avec les ancêtres a également privé les hommes de modèles authentiques de vieillissement sain. Dans les cultures traditionnelles, les hommes âgés étaient des trésors de sagesse, respectés pour leurs connaissances et recherchés pour leurs conseils. Aujourd'hui, les hommes craignent de vieillir parce qu'ils ne voient non pas de valeur dans la vieillesse, n'ont pas de rôle défini en tant qu'aînés, ne savent pas comment être utiles lorsqu'ils ne sont plus productifs au sens capitaliste. Reconnecter avec l'héritage ancestral ne signifie pas retourner vivre dans des grottes ou rejeter la modernité. Cela signifie chercher dans les traditions anciennes des principes intemporels qui restent invalables aujourd'hui. Cela signifie honorer la sagesse des ancêtres tout en l'adaptant aux défis contemporains. Cela signifie reconnaître que vous faites partie d'une lignée qui dépasse largement votre vie individuelle. Cette reconnexion peut commencer de manière simple mais puissante. Apprenez l'histoire de votre famille. Pas seulement les noms et les dates, mais les luttes, les victoires et la sagesse de vos ancêtres masculins. Étudiez les traditions spirituelles anciennes qui honoraient le voyage masculin. Créez des rituels personnels qui marquent les transitions importantes de votre vie. Cherchez des mentors plus âgés qui portent une partie de cette sagesse perdue. Cela signifie aussi reconnaître que vous êtes un ancêtre pour les hommes qui viendront après vous, que vos choix, votre guérison, votre évolution ont un impact non seulement sur vous, mais aussi sur vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Que briser les schémas destructeurs dans votre vie les brise également pour eux. Que guérir votre lignée masculine est un devoir sacré. Quand un homme se reconnecte avec son héritage ancestral, quelque chose de profond s'éveille en lui. Il cesse de se sentir comme une expérience isolée et se reconnaît comme faisant partie d'une continuité plus vaste. Il cesse d'inventer la masculinité de toutes pièces et commence à puiser dans une sagesse éprouvée. Il cesse de se sentir perdu et trouve sa place dans une histoire bien plus grande que sa vie individuelle.